Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir pour cette première rencontre de notre cycle de rencontres les mercredis de la COM 2024-2025. Celle-ci est la 9e édition de ce cycle qui a été créé il y a 9 ans par l'équipe pédagogique de la licence Infocom de notre département et donc créée par Bérénice Mario, par Mathieu Bazin, par notre ancien directeur Michael Bourgat. Et donc, je remercie l'équipe pédagogique sans laquelle nous n'aurons pas pu animer 9 ans de rencontres avec des journalistes, des éditeurs, des artistes, des photographes, des traducteurs. Nous essayons de connaître, de découvrir, d'explorer des parcours professionnels et humains. Aussi, pouvant, pourquoi pas, inspirer les projets, les rêves de nos étudiantes, nos étudiants, et plus en général de parler à un public encore plus vaste que je me réjouis de voir ici ce soir dans la salle, et se questionner ensemble à partir d'un parcours individuel autour des enjeux culturels, politiques, sociologiques, esthétiques, liés aux médias, à la com, au web, à la lecture, à l'écriture. Avant de dire un mot sur l'intervenante de ce soir, je laisse Inès, l'étudiante qui fait partie d'une initiative étudiante, d'une association étudiante Confcom, dire un mot, elle aussi, parce que les mercredis de la com, cette année, sont organisés par le département en collaboration avec l'équipe étudiante. Je remercie la faculté de lettres et les étudiants de Reims qui nous suivent à distance, et Philippine Vialard, étudiante de 3e année qui nous suit depuis Florence. Donc on est quand même dans une dimension assez internationale. Et donc merci à la faculté, mais merci à notre département de ce soutien, de cette organisation. Inès, je te laisse dire un mot sur l'asso. Merci d'être là ce soir tout d'abord. Alors nous, on est l'association Confcom. Donc on a été créé cette année, c'est notre première année d'existence, et on a contribué donc à l'organisation sur toute l'année des conférences des mercredis de la com. Et donc je veux remercier aussi donc, mes camarades de l'équipe qui sont présents au premier rang ici, et sans qui ce travail n'aurait pas pu être possible. Donc voilà. On vous invite aussi à nous suivre sur notre page Instagram, où on est de plus en plus nombreux et où vous pouvez suivre des interviews d'autres personnes qui ne vont pas forcément intervenir ici et qui sont aussi pertinentes et intéressantes. Merci. Alors, je remercie très chaleureusement Fabienne Pasco d'être ce soir avec nous. Je ne la présenterai pas pour 2 raisons contradictoires. La première, pas besoin de la présenter. La deuxième, on l'a invitée aussi pour qu'elle nous présente et nous raconte son parcours d'exception dans l'univers des médias, de la culture, des industries culturelles, du spectacle, du journalisme. Et donc, merci d'avoir accepté cette invitation qui nous permet d'échanger avec vous, Fabienne. Merci à vous. Et puis avec le public. Et donc, d'abord, votre parcours d'études, parce que vous voyez, une question que nos étudiants se posent, c'est la question du parcours d'études les plus propices, les plus adaptés pour viser
réviser pour envisager ensuite une carrière, une insertion professionnelle dans le journalisme. Et donc, nos étudiantes et nos étudiants ont choisi cette licence-là pour se préparer. J'aimerais savoir quel était votre parcours d'études avant donc, de devenir pigiste pour Télérama. Alors moi, j'ai un parcours totalement atypique et qui n'est hélas... D'abord, je vous dis bonjour et je suis ravie d'être parmi vous et très flattée d'être parmi vous. Oui, alors mon parcours, je ne sais pas s'il pourra vous aider beaucoup parce qu'il n'y en a plus beaucoup des parcours comme ça, c'est-à-dire que je ne sors d'aucune école de journaliste. Alors que maintenant, dans les journaux, et moi-même étant directrice de la rédaction, on avait un peu tendance à embaucher des élèves, des jeunes qui sortent des écoles. D'abord parce qu'il y a ces écoles, il faut embaucher ceux qui en sortent. Moi, je suis venue à Télérama et au journalisme par la culture. Alors, il y en a qui sont d'abord dingues de journalisme et qui, une fois dans les écoles, choisissent la spécialité culture. Et moi, c'était l'inverse. J'étais dingue de culture et j'ai choisi le journalisme, en gros, parce que je ne pouvais pas être comédienne. Parce que j'ai tenté un nombre incalculable de fois le Conservatoire national d'art dramatique, que j'ai toujours raté. Il faut dire que je venais d'un milieu qui n'était pas très pro. Avoir une fille actrice, hein, dans les années 60, 70, c'était un petit peu 70, 80 plutôt, je me vieillis bêtement. C'était pas facile, fille de militaire, n'ayant aucun réseau, ratant le conservatoire. Très tôt, mes parents m'ont évidemment forcé à faire Sciences Po et une maîtrise de lettres en même temps. Et bon, j'ai vu que ça ne marchait pas. Mais j'avais tellement, depuis l'âge de 14-15 ans, chevillé à l'âme le théâtre. Je lisais du théâtre, je faisais du théâtre avec mes amis, j'étais obsédée par le théâtre, que je me suis dit, sans aucune amertume, si je ne peux pas être comédienne, bon, mes échecs répétés m'ont prouvé que je n'étais pas très douée, donc bon. Mais comment faire pour continuer le théâtre ? Pour y aller tous les jours sans payer. Eh bien, il y avait le journalisme. Alors, après Sciences Po, après mes essais partout en France, comme petite comédienne un peu minable, j'ai essayé de rentrer à Télérama, à la Forge du Poignet. La Forge du Poignet, le théâtre n'existait pas encore à Télérama. Hein. Télérama, c'était cinéma essentiellement, musique, livres, un peu livres. C'était pas du tout le journal culturel que vous connaissez aujourd'hui à la fin des années 70. Et donc, je suis rentrée à la rubrique cinéma parce qu'il y avait des acteurs forcément qui jouaient. Et une fois un peu installée à Télérama, je leur ai dit pourquoi pas le théâtre. Et finalement, j'ai réussi. Et j'avais tellement de passion pour ce que je faisais, que je les ai décidés à leur dire que le théâtre était le reflet de la société, que le théâtre racontait le monde, que le théâtre permettait toutes les transcendances possibles et imaginables, faisait toucher l'invisible, que c'était le monde des vivants et des morts, enfin bref, j'ai mis toute mon âme et puis j'ai eu ma chronique théâtre et puis je suis devenue rédactrice en chef culture et puis je suis devenue peu à peu directrice de la rédaction. Mais c'est un parcours de passion. Si on n'a pas la passion, mais la passion, il suffit pas. La passion de la culture, ça peut venir tard. Hein. Il y a des autodidactes magnifiques. Regardez Lucchini, il a dû découvrir la culture à 25 ans. Regardez Édouard Louis. Donc, cette passion, elle peut venir tard. Elle n'est pas forcément innée à 10 ans et ce n'est pas forcément des parents cultivés qui peuvent vous la transmettre. Non, la passion, on peut l'avoir tout seul. On peut avoir envie d'aller au musée, on peut avoir envie de lire des livres, on peut aller au spectacle, on peut aller au cinéma et on peut être fasciné par tout ce qu'il y a d'artistique. Moi, ça a été mon cas.
Et donc, ben voilà, j'ai eu la chance formidable de faire le métier que j'aimais, de découvrir sans arrêt, parce que ce qu'il y a d'exaltant dans ce métier, c'est qu'on fait des universités tous les jours. Je découvre tous les jours des auteurs dramatiques que je ne connaissais pas, des artistes que je ne connaissais pas, des auteurs que je ne connaissais pas. Là, j'ai encore vu des metteuses en scène. Il y a eu des metteuses en scène. J'ai découvert, il y a un bouquin qui vient de sortir, des metteuses en scène de théâtre dans les années 1920 dont j'avais jamais entendu parler en France. Donc, vous voyez, c'est ça qui est aussi formidable, c'est qu'on découvre tous les jours. Donc, il faut rester à l'écoute. Voilà. Mais mon parcours, il est atypique. J'ai juste eu la chance, mais que tout le monde peut avoir, la chance d'être amoureuse de la culture et de trouver que c'était pour moi petite bourgeoise anonyme le moyen de me transcender, le moyen d'exister, le moyen de toucher à des émotions qui n'existent pas dans le quotidien, le moyen de vivre autrement, voilà, c'est presque une expérience mystique. Merci. Et donc, Fabienne, à 23 ans, vous intégrez Télérama comme étant pigiste. Ça ressemblait à quoi Télérama à ce moment-là? Parce qu'on connaît plus ou moins l'histoire de Télérama, donc magazine, mais confessionnel d'abord. Au départ, et toujours perçu comme un magazine institutionnel, quelque part austère avant votre arrivée surtout à la direction de la rédaction. Donc, est-ce que c'était facile pour une femme de 23 ans d'intégrer un magazine pareil en France en termes d'environnement de travail? Télérama, je me suis bien trouvée parce que c'était aussi un journal atypique. Quand j'y suis arrivée donc à la fin des années 70, Télérama s'était déconfessionnalisé parce qu'au départ, en 1947, il y a eu un embryon de Télérama qui a été créé par l'équipe de témoignages chrétiens. Et puis ça n'a pas marché. Donc en 1950, Télérama est créé, adoubé par La Vie catholique. La Vie catholique, qui s'appelle La Vie aujourd'hui, en 1950, il faut vous dire, vous allez voir l'évolution de la France, c'était le plus gros tirage. Il tirait à 1 million d'exemplaires. Il se vendait à 1 million d'exemplaires, La Vie. C'était énorme. Maintenant, ils doivent en être à, je sais pas, 80 000 abonnés et pas de vente en kiosque. Donc, La Vie catholique était très riche, donc a accepté ce projet. Parce que l'idée de Télérama, au départ, c'était une idée qui avait été défendue par quelques journalistes et surtout par les dominicains. Les dominicains, c'est un ordre religieux très intellectuel. Et ils avaient cette idée, les dominicains, ils étaient un peu visionnaires. Ils s'étaient dit, il y a la radio qui était un média qui commençait vraiment en 1950 à monter en puissance. Il y avait la télévision qui apparaissait. Donc ces dominicains-là, ils ont eu l'intuition qu'il fallait parler de la radio, qu'il fallait chercher le bon et le mauvais dans la télévision, ne serait-ce que pour élever les âmes, pour enlever l'ivraie des bonnes plantes. Donc Télérama grandit peu à peu. Télérama se vend dans les églises. Ça s'appelait Radio-Cinéma en 1950. Ça n'est devenu Télérama qu'en 1960. Télérama, c'est télé, radio, cinéma, voilà, Télérama, c'est né comme ça. Et donc, en 72 seulement, on arrête de vendre Télérama dans les églises. Télérama se vend en librairie. En 78, évidemment, le journal s'arrête de paraître, prend fait et cause pour mai 68, aux grandes dames de ses lecteurs. Mais Télérama, ça a toujours été un journal un peu dissident.
Notre patron, à l'époque, était homosexuel. Il venait du journal du Vatican, mais ça ne l'empêchait pas d'être homosexuel. Donc, il faisait régner un climat de liberté et de transgression insolent. Et Télérama avait un regard insolent sur tout. Exerçait son esprit critique. Ça se faisait pas encore vraiment sur la télévision qui était beaucoup plus culturelle dans ces années-là qu'aujourd'hui, bien entendu, hein, beaucoup plus exigeante. Mais Télérama, était aussi, il y avait eu en France, il y avait eu le mouvement de la nouvelle vague, ça a été des années importantes culturellement. Donc Télérama a exercé son esprit critique assez vite et s'est fait une réputation avec ça. Donc moi, quand j'y rentre, j'ai eu la chance d'y rentrer, de devenir pigiste. Je n'ai été embauchée qu'en 1980, en plein dans les années langues. Et là, pour un journal qui avait des prétentions culturelles, les années langues, on sortait du tout politique des années 60-70 au tout culturel des années langues 80-90. Et pour Télérama, ça a été du pain béni. Et donc, on peut dire qu'à partir de là, avec l'intuition du directeur de la rédaction de l'époque, donc ce fameux Francis Mayor dont je vous parlais, eh bien, on a inventé, allez, disons le mot, on a inventé le journalisme culturel qui n'existait pas encore. Et on a continué sur notre lancée, on n'a fait que le développer. Et là, on peut dire qu'avec une rédaction de 135 journalistes, à l'heure actuelle, on est le premier magazine culturel de France. C'est dit. Bravo. Et puis, Fabienne, en 2006, vous devenez directrice de la rédaction. Et vous avez dit dans un entretien que oui, c'était aussi parce que personne d'autre ne voulait assumer cette responsabilité. Je ne crois pas que ce soit la seule raison, mais personne d'autre, parce que c'est surtout une énorme responsabilité d'être... Oui, mais ça va avec ce que je vous disais. À Télérama, c'était beaucoup de babacools, indépendants, autonomes, singuliers, très individualistes, passionnés chacun par leur secteur culturel, des passionnés de cinéma, des passionnés de littérature, des passionnés d'art. Et personne ne voulait vraiment prendre de responsabilité, c'est sûr. Donc, vous me parliez tout à l'heure d'être une femme. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce genre. D'abord parce que je travaillais comme une dingue, donc à l'arraché. Finalement, je travaillais tellement que je coiffais tout le monde sur le poteau. Et donc ça, c'était pas compliqué. Mais il n'y avait pas de... j'ai jamais eu... j'ai été quand même... En 2005, quand je suis devenue directrice de la rédaction, j'étais quand même la première femme dans un journal national, pas dans un journal féminin, à diriger une rédaction. Il n'y en avait pas, évidemment, elle, Marie-Claire, Marie-France, bien sûr, mais il n'y en avait pas tant que ça, des femmes, à l'époque. Après, c'est venu. Mais je n'ai pourtant jamais éprouvé de difficultés. Je ne sais pas, peut-être parce que je ne me posais pas la question, je fonçais. Et donc, je travaillais aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Donc, en tant que genre féminin, non, j'ai jamais eu de problème. Et donc, j'ai oublié de répondre à la fin de votre question. Quelles étaient donc les difficultés principales de cette responsabilité, liée à cette responsabilité de directrice de la rédaction de Télérama? Les difficultés, c'est toujours qu'on sent qu'un journal doit s'adapter à la société dans laquelle il vit. Télérama a toujours été proche de ses lecteurs et proche des pratiques de ses lecteurs. Un journal culturel, s'il veut tenir la route, il faut qu'il s'adapte aux nouvelles pratiques culturelles. Il faut qu'il soit à l'écoute de ces nouvelles pratiques culturelles. Il faut qu'il change constamment. Et donc, ce qui est difficile, c'est de faire changer les journalistes.
parce que il faut qu'ils soient à l'écoute de tout ce qui se passe, mais il faut aussi qu'ils acceptent de sortir de leur précaré, de leurs habitudes, qu'ils acceptent qu'on change le journal, qu'ils acceptent qu'on modifie certaines rubriques. Voilà, moi je sais que par exemple au départ, là, très vite j'ai senti venir les podcasts. Les podcasts, bon, bah, c'était changer des habitudes du service radio, qui est très fort à Télérama, très puissant, de leur demander d'écouter des podcasts et de faire des critiques de podcasts. Bon, mais du coup, on a été les premiers à en faire. Les plateformes. Regardez, quand ça a commencé, quand les plateformes ont commencé, Netflix et tout ça. Netflix, quand ça a commencé, on croyait que ça ne durerait pas. Hein. Vous ne pouvez pas vous souvenir, vous êtes trop jeune, mais on a cru que ça allait se casser la gueule en 6 mois. Il a fallu décider, les journalistes, à regarder tout ce que produisait Netflix. Alors certes, Netflix n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui, mais leur demander en plus des programmes télé, de regarder ce qui se produit sur les plateformes et leur dire que ça allait devenir très important, c'était compliqué. En même temps, il y avait le web, Internet qui augmentait. Moi, ma réforme, j'avais voulu en 2006, quand j'ai ma première réforme de directrice de la rédaction, j'avais l'idée d'un journal global. Je disais que maintenant, la presse devait être globale. Donc global papier, web, et j'avais mis la radio. On avait un studio de radio à l'époque. Télérama faisait ses propres podcasts. Donc, c'était un journal que j'avais pensé en 3 temps. Le web, le temps instantané, la radio, le temps plus rapide, et le papier, le journal de la réflexion. Et je pensais qu'avec ces 3 temps-là, c'était un moyen de séduire le lecteur et de lui offrir les 3 propositions, instantané, rapidité et réflexion. À ce moment, c'est le moment où, à peu près, où on est racheté par le groupe Le Monde, 2003. Le groupe Le Monde, la radio, les podcasts qu'on fait, à l'époque, comme je vous le disais, on innove avec les podcasts, c'est pas à la mode encore. Le patron de l'époque, Louis Dreyfus, qui est toujours le patron d'ailleurs, me dit les podcasts, c'est un modèle économique, ça rapporte rien du tout, tu vas arrêter ça, je veux de la vidéo. Évidemment, la vidéo, ça se voyait aussi. Je pouvais que le Télérama qui se voit, qui s'écoute et qui s'entend. Alors bon, j'ai essayé de tenir la radio le plus longtemps possible. Mais hélas, vu les contraintes économiques, j'ai été obligée de lâcher ma radio parce que c'est vrai, à l'époque, les podcasts qu'on faisait, et Dieu sait qu'on en a fait, et on les a tous balancés, ce que je regrette parce qu'on pourrait les ressortir maintenant. Et ben, j'ai été obligée, on a cassé notre beau studio radio et on en a fait un studio vidéo. Et puis la vidéo a pris l'essor qu'on sait, mais la vidéo... Il faut savoir faire de la vidéo. La vidéo, on a appris à en faire aussi. Il faut s'adapter. Quand on s'est mis à faire de la vidéo, on faisait des vidéos beaucoup trop longues. Donc il a fallu aussi, au fil du temps, on a appris à faire des vidéos plus courtes. Si vous voulez, parce qu'on a compris que ceux qui regardaient les vidéos, ben, ils ne restaient pas une demi-heure devant un entretien avec je ne sais quel penseur, si brillant soit-il. Non, il en avait marre. Il préférait un truc de 30 secondes ou 3 minutes max. Donc tout ça, on l'a appris au fil du temps. Mais ce qui était le plus difficile, pour répondre à votre question, c'est qu'on s'adapte tous, quoi. Parce que les journalistes, pour un journaliste... Faire un entretien qui dure 3 minutes à l'arrivée alors qu'il a préparé, 3 minutes au lieu de 30, où on s'imaginait aussi sur le site bêtement au début qu'on pouvait faire des papiers très longs parce que le site c'est illimité. Donc on se disait, les journalistes de Télérama se disaient chic, on va pouvoir faire 20 feuillets, des papiers immenses qu'on n'a pas la chance de faire dans Télérama papier, on va pouvoir s'éclater. Ben non. Non, on lit encore moins sur le site que sur le papier. Donc, vous voyez, tout ça, il a fallu
être sans arrêt sur les pratiques, avoir toujours le nez sur les pratiques des lecteurs pour avancer. C'est ça ce qu'il y a de plus difficile, s'adapter en permanence, suivre. Inès? Du coup, pour rebondir sur ce sujet, est-ce que vous trouvez que peut-être les plus jeunes générations sont aussi réceptives à Télérama qu'avant, ou avec le format qu'il a actuellement, est-ce que vous trouvez que l'audience est quand même restée dans la même tranche d'âge, ou que c'est toujours les mêmes personnes? Non, bien sûr que non. Avant, si vous voulez, moi, ce qui me rend dingue toujours, c'est que quand j'interviewe des gens, quand je rencontre des personnes de 40 ans ou 30, des artistes de stagiaires, ils me disent « Oh, ma grand-mère lisait Télérama ». C'est toujours le même truc. Simplement, les grand-mères, avant, elles abonnaient leurs petits-enfants à Télérama. Donc, ça se faisait, bon an, mal an, ça se faisait comme ça. Elles abonnaient à Noël les petits-enfants et on lisait. Maintenant, les grand-mères, elles doivent être fauchées, elles abonnent plus les petits-enfants. Donc, on a perdu les petits-enfants. Et Télérama, alors, Télérama, l'envers de la... Comme on est le seul grand hebdo à parler de la culture, on a été évidemment sacralisé par le monde de la culture. Trop. On est devenu quasiment une institution. Avec, alors c'est bien, c'est flatteur, c'est sympa, on est content de voir que, vous savez, par exemple, même au ministère de la Culture, pour donner des subventions à des compagnies, ils se réfèrent, comme les inspecteurs des différents centres, des différents genres, par exemple, aussi bien le théâtre, les arts, se réfèrent souvent aux critiques. Plus qu'à aller voir tel spectacle au fin fond de la France, ou voilà. Donc on se retrouve aussi non seulement prescripteur auprès des lecteurs, mais prescripteur auprès du ministère, parce que c'est selon les articles que Télérama ou Le Monde fait, hein, maintenant c'est à peu près ça, Télérama ou Le Monde, moins Libé, plus Libé, on se retrouve aussi donneur de subventions par voie interposée. Donc la responsabilité est énorme, on ne l'a pas souhaité, mais Télérama a acquis comme ça quelque chose d'institutionnel qui fait un peu peur. Donc dans l'imagerie commune, pour les jeunes, on est des vieux cons, quoi. Donc il faudrait les surprendre et il faut les étonner, il faut trouver le moyen de leur montrer qu'on n'est pas du tout ce qu'ils croient qu'on est. Et voilà, quoi. Donc c'est la tâche, mais non, l'électorat, hélas, vieillit. Mais en même temps, c'est l'électorat vieux. Moi, je dis qu'il ne faut pas les perdre parce que c'est eux qui ont de l'argent pour nous acheter. Et puis, ils sont fidèles, donc il ne faut pas les tuer. Et moi-même, je ne suis pas toute jeune non plus, mais heureusement, j'ai quitté le navire de direction depuis 2 ans maintenant. Alors, mon autre question, c'est par rapport à votre travail en tant que critique. Comment est-ce que vous faites la distinction entre un spectacle que vous trouvez bon et un spectacle que vous trouvez mauvais ? Pardon, monsieur ? Ah, pardon. Je disais, comment est-ce que vous faites la distinction entre un spectacle que vous trouvez bon et un spectacle que vous trouvez mauvais ? Comment est-ce que vous jugez ce critère-là ? Alors déjà, gardez l'humilité. Hein. Tout ça est subjectif. Je vais voir un soir un spectacle où je peux être fatiguée, de mauvaise humeur, le voir dans de mauvaises conditions. Les acteurs eux-mêmes peuvent être fatigués et de mauvaise humeur et moins bons le soir où j'y vais qu'ils le seront l'autre soir. Donc, mollo. Mais bon, moi, ce à quoi je me fie, c'est à mes émotions. Si j'ai été touchée par un spectacle... Alors, l'ennui, c'est pas forcément un critère, parce qu'on peut s'ennuyer à des choses très belles, qui valent quand même... Et puis l'ennui, c'est pas si mal.
c'est pas si mal l'ennui, parce qu'on peut rêver pendant qu'on s'ennuie. Maintenant, j'arrive même à valoriser le fait que je m'endorme. Si je m'endors à un spectacle, ça arrive, hein. Alors ça peut être il peut être mauvais parce que je m'endors, mais il peut aussi me pousser au sommeil par les rêves qui déclenchent. Ça dépend de la qualité du sommeil. Voilà, ça dépend de la qualité du sommeil. Donc quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir, qui vous amène ailleurs, où le jeu des acteurs provoque en vous, vous emmène plus loin, vous fait toucher à des points que vous ne soupçonniez pas. Voilà, c'est ça. C'est un spectacle qui vous dérange un peu, qui vous titille. Il m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je déteste parler après un spectacle parce que je peux changer d'avis. Je peux trouver un spectacle très mauvais et puis en y réfléchissant, je le trouvais pas si mal. D'abord, je relis toujours le texte après, ce que n'ont pas la chance de faire les spectateurs. Je relis, je m'imbibe et puis je compare avec ceux que j'ai vus dans la semaine. Donc c'est tout un travail, mais l'essentiel c'est qu'il touche. Okay. Alors, une autre question, c'est comment réagissent les personnes dont vous parlez, si elles réagissent, et est-ce que vous avez déjà reçu des réponses à des critiques, pas forcément négatives ou positives, que vous avez faites sur un spectacle ou sur un acteur? Oh oui, je me suis fait copieusement insulter parfois, parce que vous savez, ce à cause de quoi je me fais insulter, surtout, c'est le masque et la plume. Parce que le masque et la plume sur France Inter, ils aiment bien, Jérôme Garcin aussi bien que Rebecca Manzoni, aiment bien qu'on se dispute. Et quand vous vous disputez, vous ne contrôlez pas toujours ce que vous dites. Et moi, surtout, je suis un peu impulsive, un peu passionnée. Donc, parfois, pour faire rire la salle, hein, bon, ou je ne sais pas quoi, bêtement, je peux être excessive dans mon propos. Et je me souviens d'avoir dit très malencontreusement de Laurent Lafitte qui jouait comme un trou du cul. Là, j'aurais vraiment pu me taire. Je ne sais pas ce qui m'est sorti de la tête. Enfin, j'ai dit cette expression-là. Alors, évidemment, Laurent Lafitte. Mon Dieu. Mais il m'a insulté, mais il m'a envoyé un mail, mais monstrueux. Monstrueux, mais je le comprends, le pauvre garçon. Mais bon. Donc, je n'ai pas répondu. Jacques Weber aussi. Alors là, ils ont exigé qu'on lise, toujours au masque et la plume, Jacques Weber, je ne sais pas ce que j'avais dit, qui jouait comme un poids lourd, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Mais enfin, un truc pas très sympathique. Et il a exigé d'exercer un droit de réponse. Et là, Jérôme Garcin, je me souviens, a lu la lettre de Jacques Weber. C'était dur. Mais bon, c'est la vie. Hein. C'est la vie, il faut assumer. Et puis il faut retourner voir leur spectacle, parce que Laurent Lafitte, il peut être magnifique. Ça peut être un acteur magnifique. Et puis, c'est pas parce qu'ils m'ont dit des horreurs que je vais ne pas y aller. Je les comprends. Hein. Mais si vous voulez, notre vie aux artistes et aux critiques, elle est sur le long terme. On peut rater un spectacle, et puis le prochain sera bien. Et de même qu'on peut rater une critique, on peut ne pas bien savoir quoi écrire et puis être meilleur à une autre critique. Il faut être modeste, hein, bon, tout ça. Et donc, s'emporter sur une critique, c'est ridicule. C'est ridicule. Philippe Torreton aussi ne m'aime pas beaucoup. Mais enfin bon. C'est plutôt les hommes qui sont méchants. Les femmes sont plus malines, elles ne disent rien. Alors, j'avais une question par rapport au fait d'interviewer une personne, parce que pendant mes recherches, j'ai lu une interview qui est datée de 1990 avec Alain Delon. Est-ce que c'est simple d'avoir une personne en face de soi qui n'est pas forcément réceptive à nos questions, ou qui est un peu hostile? Comment est-ce qu'on gère ça en tant que journaliste et en tant que critique, que ce soit face à face ou même pour le public ensuite pour le raconter?
Alors Alain Delon, c'était un peu compliqué parce qu'il ne voulait pas parler à Télérama. Et moi, j'avais juré que je l'interviewerais. Alors tout le monde m'avait dit mais non, il ne te prendra jamais au téléphone, tu verras, ma pauvre fille. Bon. Et je me suis débrouillée, j'ai assisté, j'ai tout fait pour aller à un déjeuner de presse, à un dîner de presse où il était. Je me suis approchée à la fin du repas et je lui dis, enfin je sais pas, j'ai dû le flatter, bien entendu, pour obtenir ce que je voulais. Je vous ai trouvé formidable dans le film, est-ce que je pourrais vous interviewer? Et il m'a dit oui. Donc j'arrive à Télérama, toute contente. Et ah bon, bon. Donc c'était un pari un peu compliqué parce qu'il n'acceptait plus que Télérama l'interviewe. J'y vais, ça commence très très mal. Qu'est-ce que je fais? D'abord, il me fait attendre, il déplace l'interview, il me fait attendre, il me fait venir me chercher par son chauffeur. Enfin, tout ça est très, très compliqué. Il commence dès le départ, à être très désagréable. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je claque la porte, mais j'ai juré que je ferais une interview. Donc, je veux faire mon interview. Donc, je reste. L'honneur aurait dû me pousser à partir. Mais je voulais faire ce papier, donc je vous incite tous à faire. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai raconté tout ce qu'il m'avait dit d'odieux. Alors, c'était pas seulement qu'il parlait de lui à la troisième personne, mais parce que ça, il le faisait tout le temps, mais c'était qu'il disait du mal de tout le monde, c'était qu'il avait une haute opinion de lui-même, c'était qu'il m'a dit que je faisais plus vieille que mon âge, mais des trucs, mais insensé. Il m'a jeté des papiers à la figure, il répondait à côté, il me disait de toute façon, vous ne serez pas capable d'écrire ce que je vous dis parce que personne n'ose dire du mal de Delon. Delon, c'est la France. Et personne ne s'attaque à la France. Bon, et j'ai tout raconté, en fait. Et j'ai tout raconté, comment ça s'était passé. Alors, c'était la première fois qu'on osait raconter comme ça. À Télérama, évidemment, ça les a fait mourir de rire, donc ils ont accepté le papier. Et le lendemain, le jour de la parution du journal, le lendemain, j'ai reçu une énorme brassée de roses, de fleurs, un énorme bouquet de chez un fleuriste qui s'appelle Vera et qui est spécialisé dans les grosses roses. Mais alors, quand je vous dis grosses roses, ça veut dire que les tiges, elles étaient comme ça, l'épaisseur d'une tige. C'était quasiment des arbustes. Il y en avait 40. Simplement, il n'y avait plus les roses. Il m'avait envoyé 40 tiges d'épines. Et ça a été pire que tout parce que je me suis dit, il m'a jeté un sort. Voilà comment s'est terminée l'affaire Delon. Et est-ce que le public a eu une réaction par rapport à ce que vous avez raconté de cette interview? Oh bah oui, tout le monde a ri, quoi. Il a eu un succès fou. Vous savez, les papiers qui sont méchants ont toujours beaucoup plus de succès que les papiers qui sont gentils. Hein. De même qu'il est beaucoup plus facile d'écrire une critique méchante et mauvaise, parce qu'on sait que ça plaît au public, déjà, et puis les mots sont plus faciles que d'écrire une bonne critique. Parce que écrire une bonne critique, quoi de plus difficile, par exemple, qu'analyser le jeu d'un acteur, sans se contenter de dire formidable, époustouflant, lancinant, magnifique, sans aligner les adjectifs. Trouver le moyen de définir pourquoi un acteur est bon. Il n'y a rien de plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile. Dire pourquoi une pièce, une mise en scène est passionnante, c'est beaucoup plus difficile de dire pourquoi elle est à chier. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, et les lecteurs, ils adorent regarder. Quand on voit, nous, à Télérama, là maintenant, et tous les journaux, c'est pareil, dites-vous qu'on a tous les matins le score
que les papiers ont fait sur le site. On sait combien de lecteurs ont lu. Ce qui est très, très dangereux d'avoir ça. Parce que, moi, ce n'était pas mon cas, et je ne pense pas que ce soit le cas de Valérie Hurier qui m'a succédé, mais quand vous voyez que tel ou tel type de papier font 100 ou 200 000 lecteurs, et puis qu'il y en a un petit qui fait 3000, vous pouvez avoir tendance à dire, ceux qui font 3000, ben, il ne faut plus faire ce genre de papier. Or, les papiers qui font 100 ou 200 000, c'est des papiers qui défoncent, c'est des papiers d'enquête négative, c'est bon. On ne peut pas défoncer tout le monde tout le temps, mais ce qu'aiment les lecteurs, même les lecteurs de Télérama, c'est ça. C'est terrible, mais c'est ça. Et justement, pour revenir à ce que aiment les lecteurs, les spectateurs, disons les consommateurs des industries culturelles, vous disiez, Fabienne, tout à l'heure, que Télérama a toujours observé les pratiques du public pour les anticiper, parfois pour les orienter. Et la transition numérique a vu, entre autres, apparaître des plateformes qui après sont devenues des applis toujours plus souples à l'échelle de nos portables, les applis de la notation, les applis où le spectateur qui a vu tel ou tel autre film écrit sa recension, il met ses 4 ou 5 étoiles, et la plupart de ces spectateurs critiques, disons, critiques de cinéma, donc c'est la prise de parole amateur, hein, ils disent que cette notation prolonge d'une certaine façon leur expérience de spectateur. Donc je regarde les films, mais c'est pas terminé mon expérience, ça s'achève seulement après, lorsque j'ai écrit ma notation. Est-ce que vous allez voir ce que les spectateurs écrivent sur ces plateformes, ou cela, vous les considérez comme un discours, disons, parallèle au discours des experts, des journalistes, des critiques dramatiques professionnels? On va voir pour s'informer, oui, mais il faut pas se guider là-dessus, parce que sinon on essaierait de... On a quand même notre devoir de, si vous voulez, un critique, et Dieu sait que j'ai dit tout à l'heure que c'était subjectif, mais un critique a quand même une expertise, un savoir, une connaissance du cinéaste, des comédiens, de la mise en scène au cinéma, de la réalisation. Donc, il a, honnêtement, il faut qu'il soit fidèle à lui-même et à son regard sur le cinéaste. Il ne faut pas qu'il aille faire de la démagogie, je pense. Et il ne faut pas trop faire de démagogie. Très bien. Et je voulais savoir, parce qu'on est en train de suivre justement la trajectoire de vos années de direction, et il y a une phase critique, problématique, c'est-à-dire celle de la Covid. Vous l'avez vécu, vous étiez, oui, directrice de rédaction à ce moment-là. Le 28 novembre 2020, Télérama, avec l'espace 104, a organisé le jour des artistes, où 24 artistes ont été interviewés par les journalistes de Télérama. Mais donc, plus en général, je voulais comprendre... Parce que donc, personne n'a vu arriver cela, donc j'imagine même pas vous, même pas Télérama. Ça arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit donc dans Télérama qui faisait 30 pages à mois, mais qui gardait les mêmes prix. et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Télérama à ce moment-là? Un moment de stupéfaction, et comme la culture, c'est notre fonds de commerce, plus de cinéma, plus de livres qui paraissent, plus de spectacles, plus de concerts. Ça faisait quand même, pour nous, c'était très très compliqué, parce que les journalistes étaient affolés, quoi. On n'avait plus le droit de sortir, et donc nous, heureusement, on s'occupait quand même de la télévision et de la radio. Donc on avait ça, et les journalistes ont été tentés d'arrêter. Et moi, je leur ai dit non, c'est pas possible, on peut pas. Un journal qui s'arrête, c'est compliqué de repartir après, parce que les lecteurs perdent l'habitude de vous lire, et c'est très dangereux.
Même les vacances, on regarde toujours après les vacances. Alors, il y en a qui nous suivent, il y en a qui s'arrêtent, mais le premier numéro de septembre ou d'août, c'est toujours un baromètre de ce qui va se passer. Il ne faut pas qu'on perde, parce que toute l'année va être à l'image du numéro de la rentrée. Donc, qui est toujours souvent un peu plus faible à cause des vacances, justement, où les gens nous ont moins lus. Donc, il n'était pas question de s'arrêter à cause de ce danger qu'ils ne nous lisent plus. Simplement, quoi faire avec une équipe de journalistes qui démoralisait, qui ne venait plus au journal. En plus, on venait de déménager dans l'immeuble que vous avez peut-être vu à côté de la gare d'Austerlitz, cet immense immeuble. Louis Dreyfus, que j'évoquais tout à l'heure, avait voulu rassembler toutes les rédactions. Avant, on était à part. C'était la bonne époque où on était chacun chez nous. Là, on est tous ensemble. Ce qui est pas mal non plus. Donc, Le Monde, Courrier International, Le Nouvel Obs, La Vie, Télérama, et hop, le Covid, alors qu'on venait de poser l'implantation de nos bureaux. Alors, j'ai été un peu autoritaire et je leur ai dit, pas question de baisser les bras, on va y aller, on va continuer, il faut faire le journal. Et je me suis débrouillée pour qu'en un temps record, tous les ordinateurs soient rapatriés chez les journalistes, ce qui était un peu compliqué. Et on s'est mis au télétravail. Et tout le monde était au télétravail, sauf moi qui allais un peu, mais pas tous les jours, au journal. Et on a donc fait ce journal en cherchant des idées, mais quand même, on a fait 20 à 30 pages de moins, puisqu'il n'y avait plus ces sorties de films, ces sorties de théâtre. Et alors, à longueur d'édito, où je suppliais les lecteurs, je me souviens des éditos que je faisais pour les supplier de nous acheter, leur parler de nouvelles offres qu'on leur faisait. Alors, on a même fait des recettes de cuisine pour les enfants. Enfin, on ne savait plus quoi inventer, des jeux pour les enfants à la maison, pour remplir un peu les pages, quoi. Mais c'était un exercice de style compliqué, relire les classiques, relire les... les lecteurs nous ont suivis. Les lecteurs nous ont suivis parce que il y a une fidélité. 90% de nos ventes, ce sont les lecteurs. Hein. On est actuellement à 425 000 lecteurs, mais 90% d'abonnés. Le kiosque, il n'y en a plus. Il n'y en a quasiment plus. On vend beaucoup moins en kiosque. Et les abonnés, parce que nous ont-ils écrit, ils ont été fidèles, personne ne s'est désabonné au même prix. Ce qui était un cadeau qu'ils nous faisaient, parce qu'ils auraient pu penser qu'on économisait du papier, ce qui a été le cas. Ça nous a fait rapporter de l'argent, ça nous a rapporté de l'argent, le Covid. Ça, on ne leur a pas trop dit, mais bon, moi, je vous le dis. Et donc, les lecteurs, ils nous disaient qu'en période de Covid, retrouver Télérama le mercredi dans leur boîte aux lettres, c'était bien, quoi. Ils étaient désemparés et c'était un clin d'œil qu'on leur faisait. Voilà. Donc, c'est important d'être proche de ses lecteurs. C'est très, très important. Mais ça, c'est ce que j'ai appris quand je suis rentrée dans ce journal. C'était le lecteur, servir le lecteur. Télérama est un journal de service, hein, sur la télévision, la radio, le cinéma, donner des critiques, orienter le lecteur, essayer de l'élever vers le beau, vers le haut, être pédagogue au bon sens du terme. Ne pas écrire pour soi, ne pas cultiver l'entre-soi, mais au contraire ouvrir tout le temps. Le lecteur, il nous l'a rendu, donc c'était formidable. Mais c'est un lectorat qui ne nous passe rien non plus, hein. Sur la pub, sur les compromissions qu'on pourrait avoir, ils sont d'une vigilance extraordinaire, mais ils sont là. Merci. Moi, j'aurais une dernière question avant de passer la parole au public, mais sur la situation actuelle en France. Quel est, à votre avis, le futur de la culture subventionnée aujourd'hui
en France? Est-ce que de votre point de vue, de votre observatoire privilégié, est-ce que vous voyez des dangers, des risques, des points de vigilance où on peut être optimiste encore sur la culture subventionnée? Ah non, je pense pas qu'on puisse être vraiment optimiste parce que même si Rachida Dati a à peu près obtenu le maintien de son budget, il a considérablement augmenté avec l'inflation, avec les mesures qu'il faut prendre pour la sécurité, pour l'écologie. Donc les productions coûtent de plus en plus cher. Donc s'il est resté le même, les charges qui pèsent sur les institutions culturelles ont augmenté. Et surtout, les collectivités locales ont de moins en moins d'argent aussi, là, maintenant. Et elles vont devoir trancher entre l'éducation, l'hôpital ou la culture. C'est pas évident qu'elles choisissent forcément la culture. Donc, oui, on peut être inquiet. On voit que la création est de moins en moins privilégiée. Là, je discutais avec des responsables de festivals. Les festivals de musique contemporaine, par exemple, il y en a plein qui sont supprimés. Tout ce qui est un peu pointu est supprimé. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Il va falloir faire des choix. Mais c'est des choix qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Hein, donc... mais non, on peut pas être optimiste, je pense. Voilà. Je un microphone s'il y a des questions. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question. Pourriez-vous nous parler un peu de votre journée type en tant que journaliste et critique de théâtre? De mon éthique? De votre journée type. Ah, de ma journée type. Oui, de votre journée type en tant que journaliste. Alors, ma journée type, vous voyez par exemple, là, ce matin, je rentrais d'un spectacle que je suis allée voir à Strasbourg, au TNS, au Théâtre National de Strasbourg. Que j'ai vu donc hier soir. Je suis rentrée ce matin. J'ai filé au journal où j'avais une petite réunion théâtre pour faire le point, pour se partager avec la petite équipe théâtre les spectacles, parce qu'on n'y arrive pas. On est 3. On n'arrive pas à se partager tous les spectacles. Il y en a beaucoup où on ne va pas. La production est énorme, hein, même si avec la crise des finances du théâtre public, il y a beaucoup de reprises et un peu moins de production qu'avant, on ne couvre pas tout. Il y a tout un secteur qu'on ne couvre pas, qu'on n'arrive pas à couvrir. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu un petit déjeuner. J'ai eu un déjeuner de travail avec la nouvelle directrice de la rédaction qui voulait me demander mon avis sur des petites choses qu'elle a affrontées en ce moment. Et puis après, j'ai lu le texte du spectacle que j'avais vu hier soir, que je vous conseille d'ailleurs, qui va passer au Rond-Point, dont j'ai oublié le titre, vous voyez, voilà, mais qui est formidable. Ça ne va pas vous aider. Et je me prépare à aller au théâtre ce soir. Donc je vais au théâtre tous les soirs. J'y vais parfois 2 fois par jour, le samedi et le dimanche. Je lis beaucoup autour, parce que maintenant que je ne suis plus directrice de la rédaction depuis 1 an et demi, je fais mon métier de critique sérieusement, je me documente, et puis je rencontre beaucoup d'artistes. J'organise des
J'organise des colloques au Théâtre de la Ville, donc pour ça, j'ai besoin de voir des metteurs en scène, des acteurs. Donc je baigne dans ce milieu, il faut... Et puis aussi, vous voyez, par exemple, je ne me souviens plus du nom du spectacle que j'ai vu hier, parce que c'était un jeune metteur en scène et un jeune acteur. Il faut aussi ne pas aller voir que les vieilles gloires, quoi. Il faut aller voir des jeunes, le théâtre émergent. Si vous voulez être un peu au courant, sentir ce qui se passe, forcément, il faut aller voir des gens que vous ne connaissez pas et qui sont parfois, les pauvres, pas terribles. Donc, bon, ceux-là, vous n'en parlez pas parce que ce n'est pas la peine de descendre des gens qui débutent dans le métier, mais il faut se tenir au courant pour voir un peu les nouvelles tendances. Voilà, donc on ne peut pas faire ce métier sans y aller beaucoup. Beaucoup. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais vous demander, alors 2 questions, je suis là, complètement distinctes. Une, pour faire suivre à la question précédente, comment vous faites le choix de la couverture des pièces que vous allez voir et des pièces dont vous allez parler dans le magazine, puisque si vous êtes 3 et vous y allez tous les soirs, le magazine étant un peu limité en volume, vous ne pouvez pas parler de toutes les pièces. Alors, on a compris, vous ne parlez pas forcément de ce qui est nul, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes et on se demande, il y a souvent les mêmes théâtres aussi qui reviennent dans le magazine. Voilà, donc comment vous faites ces choix-là? Et une autre question là, qui s'adresse peut-être plus à la directrice de la rédaction et, en termes de stratégie, vous parliez d'adaptation et d'ouverture aussi à la jeunesse. Comment les réseaux sociaux peuvent vous amener un lectorat vers le site et potentiellement après vers le papier et les abonnés, puisque vous le disiez, les grands-mères n'abonnent plus leurs petits-enfants. Donc voilà, comment on amène la jeunesse à Télérama et puis bon, plus généralement, comment on amène la jeunesse au théâtre, quoi. Alors, comment on choisit pour les critiques? Alors, on fait un gros effort pour essayer de ne pas être que parisien. Donc, parler de spectacles qui tournent aussi dans région, dans les territoires, bon, ça, c'est compliqué, mais on se déplace pourtant beaucoup, mais donc on fait cet effort-là. On ne dit du mal que des gens un peu connus. Donc, comme je le disais, on ne dit pas de mal de gens pas connus, d'artistes peu connus. Et puis, on sélectionne. Moi, je pense quand même, je pense à un public d'amoureux de théâtre un peu éclairé. Donc, je me permets des fois des spectacles un peu compliqués en disant qu'ils sont compliqués, mais je ne m'interdis pas d'aller voir un spectacle de boulevard qui peut me faire rire aussi, hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas nacher, il ne faut pas... Le journal Le Monde, par exemple, ils vont voir que du théâtre subventionné, ils vont voir que du théâtre public et pas du théâtre privé. Or, pour moi, la crise dont on parlait, là, il va falloir penser à un moyen de mettre ensemble fonds publics, fonds privés. On va y être condamné. Déjà, le mécénat a pris une importance énorme, mais dans tous les secteurs. Donc là, vous voyez, cette semaine, j'ai parlé d'Elo Dolly. Et puis d'un spectacle d'une jeune Algérienne sur les prisons. Alors, bon, voilà, je fais le grand écart. Et pour les réseaux sociaux, alors on a toute une équipe un peu autonome sur les réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, c'est des gens de 25-35, qui ont pas qui ont un savoir-faire que je n'ai pas, que nous n'avons pas, nous, souvent, bien spécifique. Donc, ils choisissent parmi notre production ce qui est pour eux, ce qui peut le plus amener de jeunes lecteurs à Télérama. Donc, parmi ce qu'on fait, et on leur fait confiance, quoi. Il y a un moment où il faut laisser faire les gens qui savent. Et bon, on peut pas tout... Il faut savoir déléguer. Il faut savoir incarner, impulser et diriger, mais il faut savoir aussi déléguer aux gens qui ont des savoirs que vous ne contrôlez pas. Bonsoir.
Oui. Merci pour votre intervention. J'avais une question. Est-ce que dans votre carrière, vous avez un événement culturel qui vous a particulièrement marqué, que ce soit une pièce de théâtre ou un film qui est sorti ou un spectacle? Oh oui, plein. Sans doute, quand j'étais jeune, ce qui m'a donné envie de faire du théâtre, c'était un Bérénice avec Francine Berger, Samy Frey et Roger Planchon. Vous voyez, j'avais 14-15 ans. Ça, c'est un Bérénice de Racine, là... J'étais incendiée. Et j'ai beaucoup aimé, évidemment, des choses comme Le regard du sourd de Bob Wilson. Là, actuellement, on peut voir un Pessoa qui le met en scène au Théâtre de la Ville. Mais ça a été un choc, Robert Wilson, pour nous, à la fin des années 70, c'était un théâtre comme on n'avait jamais vu, qui durait très longtemps, qui jouait sur la durée, sur l'ennui, là, justement, mais pour nous faire toucher des choses qu'on n'avait jamais touchées d'habitude, avec des lumières, des répétitions, des choses. C'était vraiment la terra incognita, quoi. Donc c'est sans doute ces deux spectacles-là qui m'ont le plus bouleversée. D'accord, merci. D'autres questions? Oui. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous aviez vécu vos années de pigiste. Les années de pigiste? Oui. Pigiste, c'est difficile. Hein. Si certains veulent être journalistes, ils seront forcément au début pigistes. Pigiste, c'est difficile parce qu'il faut avoir plein d'idées tout le temps. Il faut énormément travailler. Il faut être toujours disponible. Moi, j'adorais ça. Moi, je travaille encore comme une pigiste, en gros, hein, parce que faut être un peu forcené quand on est pigiste. Il faut... moi, je les ai bien vécus. J'appartiens à une génération où... ce qui n'est pas le cas quand j'en discute avec mes fils, à une génération qui était obsédée par les CDI. Moi, je vois mon fils qui a 27 ans, il se fiche d'avoir un CDI, au contraire. Mais nous, on voulait être embauchés dans un journal. Je pense que la plupart des journalistes veulent aussi être embauchés dans des journaux, mais il y a pas mal de pigistes qui aiment le statut de pigiste parce que c'est une grande liberté, on choisit les sujets qu'on fait, mais il faut une force de proposition énorme. Énorme. Et à ce compte-là, c'est jouable. Mais moi, je les ai bien vécus. À Télérama, puis j'étais fascinée par cette rédaction. Je sortais de Femmes pratiques, alors évidemment... Télérama me semblait éblouissant. Merci. Vous avez mentionné les années Jack Lang comme effectivement étant le grand moment de la culture. Mais vous avez défini les années précédentes comme étant des années plus politiques, mais pourtant Malraux. Comment avez-vous vécu quand même la période Malraux? Alors Malraux, j'étais pas née, hein. Enfin, si, à peine née. À peine née, les premières maisons de la culture. Mais bon, ça a eu une influence. Bien sûr. Je parle donc de la conséquence, parce que Jack Lang, on a encore, même si c'est moins fort, on a encore des tas de conséquences des années Jack Lang. Et Malraux aussi a quand même marqué à sa façon par les maisons de la culture. Oui, Malraux a été le premier ministre de la culture, donc on lui doit plein de choses, les maisons de la culture, la décentralisation qui commence, mais le budget était ridicule à son époque.
quand je vous parle des années de Lang, il a multiplié le budget par 2. Il avait obtenu que le budget de la culture représente 1% du budget de l'État. On n'y est même plus là maintenant. On doit être à 0,8 ou quelque chose comme ça. Donc forcément, ça a donné un coup de fouet à toutes les institutions en région, comme à Paris. Les artistes ont eu des commandes. Il a imaginé des tas de... Il a incarné la culture. C'est toujours ce problème de l'incarnation qui est si important dans le monde de la culture. Et forcément, il a montré que la culture, elle était partout. Elle était dans la BD, dans la cuisine, dans la mode, dans le design. Tout à coup, il a ouvert les fenêtres. Et ça a été un formidable bol d'air, quoi, pour tout le monde. Ce que Malraux, c'était quand même encore une culture un peu classique, pour le coup. Mais ce que, effectivement, Jack Lang, en même temps... il y a quelque part certains reproches qui lui ont été faits. Il a réussi à mettre trop de désir d'artiste sur le terrain et avec les difficultés que rencontrent les jeunes comédiens et autres actuellement. Oui, bien sûr, c'est l'envers de la médaille, mais il a au moins mis les artistes sur le devant de la scène, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, autre question qui n'a rien à voir, mais à un moment donné, là, peut-être que vous étiez la directrice de la rédaction à l'époque. Bon, Ulysse, le personnage d'Ulysse a été changé. Après tout, c'est moi qui l'ai changé. Ah, voilà. donc, c'est pour ça que cette question va bien se rapporter à vous. Donc, après tout, bon, que l'on change le logo et tout, mais vous êtes passé de 4 avis à 5 avis. Mmh. Et tout le monde sait que c'est le milieu qui est choisi le plus souvent. Je trouve dommage qu'effectivement vous n'ayez pas gardé les 4 avis parce que ça oblige à mettre plus haut ou plus bas parce qu'actuellement vous n'avez qu'à regarder... Il n'y a que 4 avis. Le 5e, c'est je n'aime pas du tout. Ben, oui, ben, c'est aussi un avis. Et quand vous regardez le récapitulatif, par exemple cinéma, vous voyez très bien que la majorité des avis sont au milieu. Je trouve ça dommage qu'effectivement il n'y ait pas ce risque de dire c'est plus positif ou plus négatif au milieu. Bon, je ne me positionne pas. Oui, mais ça, c'est les journalistes. Les journalistes, moi, je suis d'accord avec vous. En tant que directrice de la rédaction, c'est ce que je disais beaucoup. Mais les journalistes n'aiment pas noter. Ils détestent ça. Pour eux, on ne note pas une œuvre d'art. Et ils ne veulent pas se mouiller, effectivement, parce qu'au cinéma, on va vous dire qu'un film, c'est 3 ans de travail. La préparation d'un film ou d'un opéra dure quand même plus longtemps que la durée d'un ministre à l'heure actuelle. Hein. Les ministres, ils durent 2 ans. Préparer un film, c'est 3 ans. Monter un opéra, c'est 3 ans. Donc, bon... si on... Ah bah oui, mais il se trouve que le mandat, comment voulez-vous avoir une politique culturelle en 2 ans? C'est rien. Ah bah oui, un mandat. Bah oui, mais c'est encore plus long. Donc tout ça pour vous dire que les journalistes répugnent à mettre une note calamiteuse à un film qui a quand même demandé un temps de travail et qui du jour au lendemain n'est plus dans les salles, quoi. Il y a cette responsabilité pour les gens du cinéma que je leur ai reproché, mais que je peux comprendre. Une mauvaise critique, vous sortez, le film n'est plus exploité. Le film, c'est compliqué par rapport au cinéma français. Ils se sentent un peu responsables. Moi, je trouve qu'ils surnotent. Je suis d'accord avec vous, mais bon, une fois qu'on le dit, s'ils sont tous d'accord et que vous n'avez pas vu le film... Gaëlle Rony, qui est notre maîtresse de conférence et comédienne, hein, oui. Qui dans ses cours insuffle l'amour, la passion qui accompagne les étudiants au théâtre.
Alors, bonsoir. Merci d'être ici. J'ai une question qui ne concerne pas le théâtre, étonnamment d'ailleurs, mais plus largement l'articulation entre culture et politique. On dit souvent que le magazine Télérama est certes au service des lecteurs, les amène vers la culture de manière éclairée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un engagement politique entendu au sens large ? Pas en termes de parti, mais voilà, un engagement politique sur des thèmes sociétaux, sur des enjeux sociétaux. Forcément, dans la mesure où la culture, de toute façon, même Télérama se contenterait-il de parler de la culture, elle est forcément politique. Elle est le reflet de ce que pensent les artistes. Elle est le reflet de la société. Mais que Télérama ait un engagement, oui, bien sûr. Un vrai engagement qu'il faut parfois brider, parce que les journalistes ne sont pas là pour être des militants. Hein. Les journalistes sont là pour montrer la complexité des points de vue et faire bénéficier le lecteur de cette complexité des points de vue. Moi, souvent, je trouve que les jeunes journalistes sont un peu trop militants à mon gré. Donc, j'ai toujours essayé de corriger ça. Parce que pour le lecteur, encore une fois, c'est pas bien, je trouve. Mais n'empêche qu'on a forcément un engagement qui vient aussi de nos origines chrétiennes de gauche et avec des valeurs, bien entendu, qui sont plus à gauche qu'à droite, c'est évident. Et qu'on respecte, hein, voilà. Le lectorat, c'est un peu plus de femmes que d'hommes. Ça doit être 51%, 51-52% de femmes. Le lectorat a vieilli. Il est plutôt autour de 58 ans. L'âge moyen. Et CSP+, donc niveau Bac plus 3. Et plutôt quelques moyens financiers. Je pourrais pas vous dire... Oui, beaucoup d'enseignants et de professions libérales. Est-ce que ça détermine une sorte de conformisme élitiste ou pas? Ou est-ce que c'est faux de dire que Télérama est représentatif d'une forme de conformisme élitiste français? Moi, j'ai pas l'impression, parce que c'est le point de vue, des journalistes, mais vous pouvez pas empêcher qu'un journaliste, c'est très compliqué. Il faut se battre contre soi-même tout le temps, parce que forcément, quand vous devenez le spécialiste d'une matière, vous êtes de plus en plus exigeant avec cette matière. Donc, vous avez tendance à être élitiste. Mais vous n'êtes pas là pour écrire une thèse ou pour faire un livre, vous êtes là pour des lecteurs. Donc il faut se battre contre cette tendance à l'élitisme. L'élitisme pour tous, comme disait Vitesse. C'est un peu anecdotique, mais je suis abonné à 2 magazines de télévision. Et donc je vois tous les soirs, je veux dire, la différence de notation de Télérama et de l'autre magazine de télévision. C'est très amusant. Et Télérama vous semble plus exigeant? Les mêmes notes, en fait. Ce qui est grand public n'est pas noté de la même manière. Voilà. Fabienne Pasco doit aller au théâtre ce soir. C'est vrai, en plus. Merci beaucoup Fabienne Pasco d'avoir été avec nous. Merci aux étudiantes et aux étudiants de Confcom. Merci à la faculté des lettres. Merci à toutes et tous d'avoir été ici. Prochain rendez-vous dans 2 semaines avec Gaspard Ganser. Merci beaucoup. Merci.